Le 18 avril 2000, suite à une enquête de longue haleine, la police se met en planque devant une maison tranquille dans la ville de Spokane, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Après quelques heures d'attente, un homme, propre sur lui et totalement banal, ouvre la porte et sort de la maison. La police se jette alors sur lui et le met en état d'arrestation. Cet événement allait être le point final du périple macabre d'un des tueurs en série les plus insoupçonnables des États-Unis. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te raconter l'histoire terrifiante de Robert Lee Yates, surnommé The Spokane Serial Killer, ou le tueur en série de la ville de Spokane, en français. Mais avant que je ne débute ce récit, suis ton destin et abonne-toi à cette chaîne. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Mais commençons par le commencement. Robert Lee Yates est né le 27 mai 1952 à Oak Harbor, dans l'État de Washington, aux États-Unis. Il est le fils unique de Anna May et Robert Lee Yates Sr. La famille de Robert était une famille de classe moyenne, tout à fait classique et normale. Une famille sans histoire, typique de la middle class américaine, vivant dans un quartier calme, sans clôture. Je pense que vous avez l'image en tête. Les parents de Robert Lee Yates étaient très appréciés dans la communauté et étaient vus comme des gens généreux, serviables et tournés vers les autres. La petite enfance de Robert, ou Bobby, comme l'appelaient ses parents pour le différencier de son père, se passe très bien. Il était aimé et choyé par ses parents. Plus tard, son père le décrira comme un enfant heureux et calme, voire même un peu timide. Mais rien de spécial n'est à signaler. Les parents de Robert Yates étaient des membres actifs de l'église adventiste du 7e jour, dont ils fréquentaient les lieux de culte très régulièrement, accompagnés de leur fils Robert. L'église adventiste du 7e jour est une congrégation chrétienne protestante, prônant et valorisant une vie saine et sans excès. Cette congrégation, fondée au 19e siècle, croyait au second avènement du Christ. La ville de Oak Harbor, dans laquelle vit la famille Yates, se situe sur l'île de Whitby, un comté insulaire dans l'État de Washington. Cette île était décrite par ses habitants comme un endroit calme et tranquille, une tranquillité souvent ponctuée par le grondement des réacteurs d'avions. En effet, sur la même île se situait aussi une base militaire aéronavale de l'armée américaine. Dès son plus jeune âge, Robert aimait se promener avec son père près de la base aérienne pour regarder les bateaux de guerre, les avions et les hélicoptères de l'armée. C'est lors de ces promenades que Robert va commencer à développer une fascination et un amour pour l'armée et ses appareils étranges que sont les hélicoptères. Cette fascination aura même un réel impact sur sa carrière future. Mais n'allons pas trop vite. Robert, alors âgé de 5 ans en 1957, commence à passer du temps dans sa chambre à dessiner des avions et des hélicoptères, et aussi à construire des maquettes de ces mêmes appareils. En 1958, un événement allait quand même venir ternir l'enfance tranquille de Robert. Un enfant du voisinage, âgé de 11 ans, va violemment agresser Robert. Nous ne savons pas si Robert a alors subi des abus sexuels, mais selon les enquêteurs, il est peu probable que cela soit arrivé vu l'âge de l'agresseur. Quoi qu'il en soit, cet événement va profondément marquer Robert. Ces agressions se poursuivront plusieurs semaines cette même année, puis s'arrêteront du jour au lendemain. Robert ne parlera jamais de ces agressions à ses parents et de ce fait ne consultera pas un psychiatre ou un psychologue. Il est difficile de dire si cet événement aura un impact sur ses actions futures. Mais reprenons. À l'âge de 10 ans, Robert intègre l'école Oak Harbor High School à Oak Harbor. Robert était un élève avec des notes moyennes, n'excellant dans aucune matière et n'étant mauvais dans aucune autre. Ses camarades diront de lui plus tard que Robert était un enfant calme,
joyeux et très poli. Mais le genre de personne qui se fondait dans la masse et ne se démarquait pas vraiment. En plus des avions et des hélicoptères, Robert aimait aussi énormément le baseball. Dès son entrée au Oak Harbor High School, il s'engage donc dans l'équipe de baseball du lycée, les Oak Harbor Wildcats, au poste de lanceur. Mais là aussi, Robert ne se démarquait pas. C'était un joueur constant, mais sans grand talent. Ses camarades dans l'équipe de baseball le décrivaient aussi comme un enfant ni timide, ni extraverti. Il le disait totalement dans la moyenne. Durant cette période, et en dehors du lycée, Robert faisait de petits boulots pour se faire un peu d'argent de poche. Il travaillait comme assistant dans des stations-service ou encore tondait des pelouses. Là encore, rien d'anormal n'est à noter. Sa période scolaire se passe très bien et Robert sort diplômé de la Oak Harbor High School à l'été 1970. Durant sa période scolaire, il continuait de fréquenter et de participer activement à la congrégation des adventistes du 7e jour. Dès qu'il sort diplômé de la Oak Harbor High School, Robert s'inscrit au Skagit Valley College pour commencer des études universitaires générales. Le Skagit College se situe à environ 30 minutes en voiture de Oak Harbor. Là aussi, ses camarades le décrivaient comme très calme, serviable et poli. En plus des hélicoptères et de l'aviation, Robert commence à découvrir une passion pour la chasse, la pêche et la randonnée. Chaque week-end, il en profitait pour se rendre au Mont Vernon, à quelques pas de là, pour s'adonner à ses nouvelles passions. Il enchaîne aussi les petits boulots pour se faire un peu d'argent. Il travaille par exemple comme concierge dans un hôpital et dans un théâtre à la billetterie. En 1972, il fait la rencontre d'une jeune femme nommée Shirley Nylander. Après quelques semaines de rendez-vous et de sorties, Robert demande Shirley en mariage, ce qu'elle accepte. En août 1972, Robert et Shirley se marient. Nous ne savons pas grand-chose de Shirley, mis à part qu'elle faisait aussi partie de l'église adventiste du 7e jour. Après leur mariage, Robert et Shirley déménagent dans le campus de l'université de Walla Walla, dans l'état de Washington, dans la ville de College Place. Dès leur déménagement, Robert s'inscrit dans un cursus de médecine dans cette même université. Mais très vite, des tensions apparaissent au sein du couple, et après moins de 2 ans de vie commune, le couple divorce en 1974. Mais quelques semaines avant le divorce, Robert fait la rencontre d'une étudiante de l'université de Walla Walla, Linda Brewer. Juste après le divorce, Robert Yates arrête ses études et quitte l'université et demande Linda Brewer en mariage, et elle accepte. Quelques mois plus tard, en août 1974, Robert et Linda se marient dans le comté de Walla Walla. Et en décembre 1974, Linda Brewer donne naissance à leur premier enfant, Sonia. Les années qui vont suivre verront la naissance de 3 autres filles, Sacha, Amber et Michelle, et un garçon dont le nom n'a pas été révélé. Ayant quitté l'université et étant sans travail, le père de Linda, sa nouvelle femme, lui trouve, début 1975, un travail de gardien de prison dans le pénitencier d'État de l'État de Washington, à Walla Walla. Malgré quelques rebondissements, tout semble se passer pour le mieux pour Robert. Il semblait être un bon mari et un bon père de famille. Rien ne semble supposer de ce qu'il allait se passer dans le futur. Mais avant de poursuivre, revenons un instant sur la famille Yates. Malgré une image de famille normale et sans histoire, se cachait en réalité un lourd secret. Oui, tout n'était pas rose chez les Yates. Revenons donc en 1945, soit 7 ans avant la naissance de Robert Yates. Sa grand-mère paternelle avait donné naissance à 11 enfants, dont Robert Yates Senior, le père de Robert. Après la naissance des 11 enfants, sa grand-mère se retrouvait la plupart du temps seule à s'en occuper. Au fil des années, une aigreur profonde se développe chez la grand-mère de Robert envers son mari, le grand-père de Robert Yates, du fait de ses absences. Un jour d'août 1945, la grand-mère de Robert Yates trouve dans la poche de son mari une facture d'une maison close de la ville. Totalement hors d'elle-même, elle se décide d'attendre de pied ferme le retour de son mari après le travail pour lui demander des explications. Au retour de celui-ci, une altercation violente commence dans le couple. Elle demandant des explications et lui essayant de se justifier tant bien que mal. Au bout de quelques minutes, la grand-mère de Robert Yates se précipite à l'extérieur de la maison et revient quelques minutes plus tard, lentement et sans aucune expression, armée d'une hache. Lentement mais sûrement, elle se dirige vers son mari, lève la hache
et l'abat sur la tête de celui-ci. Le grand-père de Robert s'effondre au sol sous la violence du choc. Lorsque celui-ci est au sol, la grand-mère de Robert, les yeux rouges de rage, se rapproche lentement et abat la hache une seconde fois sur la tête de son mari, puis une troisième fois et enfin une quatrième fois. Puis se dirige vers une chaise non loin de là et s'assoit, le visage plein de sang. Le père de Robert Yates se trouvait dans la maison à ce moment-là, mais à l'étage. En entendant ces cris et ces bruits sourds, il se précipite hors de sa chambre et dévale les escaliers. À son arrivée en bas, il découvre une scène d'horreur. Son père gisant au sol dans une mare de sang et sa mère assise sur une chaise sans aucune expression. Il appelle de suite les secours. À leur arrivée, il donne les premiers soins au mari et l'emmène d'urgence à l'hôpital. Celui-ci succombera à ses blessures après 3 jours. Sa grand-mère fut interpellée sur le champ et internée en hôpital psychiatrique durant 7 années. Cette histoire, bien que terrible, s'est déroulée 7 ans avant la naissance de Robert. En quoi aurait-elle pu avoir la moindre influence sur Robert, me direz-vous? Eh bien, selon les enquêteurs et les psychologues du FBI qui travailleront sur ce cas dans le futur, il est possible que cette histoire ait néanmoins imprimé dans le cerveau de Robert Yates une sorte de méfiance ou rejet envers les femmes. Il est compliqué de confirmer ou de contredire ce genre d'analyse, n'ayant pas de formation en psychologie moi-même, mais il me semblait important de vous en faire part pour que vous puissiez vous faire votre propre opinion sur ce drame et ses conséquences. Quoi qu'il en soit, refermons cette parenthèse macabre sur ce drame terrible et revenons à Robert Yates. Nous reprenons en 1975, le 13 juillet exactement. Robert Yates, qui avait décidé de quitter son travail de gardien de prison après seulement quelques mois, se dirige vers la réserve naturelle de Mill Creek, dans l'état de Washington, dans le but de prendre l'air et de s'entraîner au tir. Au même moment, 2 amis, Patrick Oliver, 21 ans, et Susan Savage, 22 ans, étaient installés sur les berges de la rivière Mills Creek pour faire un pique-nique de fin d'année. En effet, Oliver venait de finir ses études à l'étranger et Suzanne venait juste d'être diplômée de l'université de Walla Walla. Et par chance, elle venait de décrocher un premier travail de graphiste. Robert Yates marchait le long de la rivière, arme au poing, lorsqu'il tombe par pur hasard sur Suzanne et Patrick en train de pique-niquer. Pour une raison totalement inconnue et sans signe annonciateur, Robert Yates va franchir le point de non-retour. Après quelques minutes d'hésitation et d'observation, il se dirige vers les 2 jeunes et tire sur Suzanne dans la tête. Celle-ci s'effondre sur le sol, sans vie. Patrick, totalement surpris, se retourne vers Yates, mais il est trop tard. Robert lève son arme et abat à son tour le jeune homme. Dans un état second, Yates se rapproche des 2 corps, puis entreprend de les cacher sous des branchages et sous un pneu usagé qu'il trouva non loin de là. Après avoir fini, Yates se relève, puis rentre tranquillement chez lui, retrouver sa famille. Les décors ne seront retrouvés que quelques jours plus tard par des promeneurs. Ce crime étant totalement gratuit et non prémédité, aucun lien ne sera fait entre Robert Yates et les meurtres, bien qu'en rouvrant des archives des années plus tard, le shérif de la région retrouvera le nom de Yates dans son dossier, car celui-ci avait acheté des munitions identiques dans la région, une semaine plus tôt. Ce passage à l'acte de Yates est très surprenant. Aucun signe classique des tueurs en série n'était apparu chez lui plus tôt. Quoi qu'il en soit, Robert ne sera ni inquiété, ni soupçonné de ces meurtres, et il continue sa vie tranquillement. À partir de cet instant, sa vie va être jalonnée de disparitions et de meurtres. Je citerai tous les meurtres dans leur ordre chronologique. Après le décès de sa mère en octobre 1976, Robert Yates décide de s'engager dans l'armée américaine le 4 octobre 1977. Après 3 premières années de formation, Robert Yates décide de réaliser un vieux rêve d'enfant et est transféré en 1980 sur la base militaire de Fort Rucker dans l'état de l'Alabama pour suivre une formation de pilote d'hélicoptère. En 1981, il obtient sa licence de pilote d'hélicoptère et est affecté sur la base aérienne américaine de Hanau, en Allemagne, dans le 503e bataillon aérien, jusqu'en 1984. Il sera réaffecté en février 1984 sur la base aérienne de Fort Rucker, en Alabama, aux États-Unis, jusqu'en décembre 1988.
Le 28 décembre 1988, le corps de Stacy Elizabeth Hone, 23 ans, est découvert près du comté de Skagit, dans l'État de Washington. Elle avait été tuée d'une balle dans la tête le 7 juillet 1988. En août 1988, Robert Yates est réaffecté en Allemagne, cette fois-ci sur la base de Köppingen, où il travaillera en tant que pilote-instructeur d'hélicoptère. Il restera en Allemagne jusqu'en mai 1991. À partir de fin 1992 jusqu'à mi-1993, il est ensuite affecté en Somalie pour une mission de maintien de la paix. Durant son séjour en Somalie, il va se retrouver très proche de passer en cour martiale pour avoir abattu un cochon depuis un hélicoptère durant une mission pour le cuire en barbecue avec des amis. Durant l'année 1994, il va prendre des congés en septembre dans le but d'acheter une Corvette blanche modèle 1977 dans le comté de Walla Walla, dans l'État de Washington. Je ne cite pas cet achat de manière gratuite. Ce véhicule aura un rôle à jouer dans la suite de cette affaire. D'octobre 1994 à juillet 1995, Robert Yates est ensuite affecté sur une base aérienne à Haïti pour une mission de maintien de la paix. Il est ensuite réaffecté en juillet 1995 sur la base aérienne de Fort Rucker dans l'État de l'Alabama, aux États-Unis. Fait très surprenant, après 18 ans de service, Robert Yates décide de quitter l'armée dès mars 1996, alors qu'il lui restait 2 années à finir pour toucher une pension complète de la part de l'armée. Et c'est ainsi que Robert Yates revient dans la vie civile après une belle carrière militaire. Durant cette période, il va recevoir près de 12 médailles d'honneur et accumuler près de 5000 heures de vol. Après son retrait de l'armée en mars 1996, il déménage avec sa famille dans la ville de Spokane, dans l'État de Washington, où il louera une maison modeste. En effet, à cette période, il était au chômage et avec une maigre pension de l'armée. Le 14 juin 1996, le corps de Shannon Zelinsky, 38 ans, est retrouvé tué de plusieurs balles dans la tête à Meade, dans le comté de Spokane. Shannon avait été vu pour la dernière fois fin mai 1996 sur Sprague Avenue à Spokane. Sprague Avenue est aussi un élément important à retenir puisqu'il deviendra au fil du temps le terrain de chasse de Robert Yates. Cette avenue était connue pour être le coin sulfureux de Spokane, puisqu'étant le repère des prostituées et des dealers de drogue. Et justement, Shannon était une prostituée. Jusqu'ici, rien ne mène à Robert Yates, et celui-ci est de plus en plus confiant et sûr de lui. Début septembre 1996, Robert Yates est embauché par une société appelée Pantrol, dans la ville de Spokane, pour assembler des circuits électroniques. Frustré de ne plus être dans un cockpit d'hélicoptère, Robert Yates postule pour faire partie de la garde nationale de l'État de Washington en tant que pilote d'hélicoptère. Pour information, la garde nationale est l'armée de réserve des États-Unis et dépend du ministère de la Défense US. Sans quitter son poste chez Pantrol, Yates est donc recruté par la garde nationale au poste de Chief Warrant Officer, qui est l'équivalent d'adjudant-chef en France, et est assigné à la base de Fort Lewis, près de Tacoma, dans l'État de Washington. Et les découvertes macabres se poursuivent. Le 26 août 1997, le corps de Heather Fernandez, 20 ans, est découvert sur un terrain vague de Spokane. Elle avait été abattue 5 jours plus tôt de plusieurs balles dans la tête et avait plusieurs sacs plastiques autour de la tête. Heather Fernandez était aussi une prostituée. Le même jour, le 26 août 1997, le corps de Jennifer Joseph, 16 ans, est retrouvée dans un autre terrain vague de Spokane. Elle aussi était une prostituée, et elle aussi avait été abattue de plusieurs balles dans la tête, et elle aussi avait plusieurs sacs en plastique autour de la tête. Sur le lieu de la découverte du corps, la police découvre quelques cheveux bruns appartenant à un homme blanc et remarque qu'un des boutons de la chemise de Jennifer manquait. L'enquête de la police autour de Jennifer Joseph déterminera qu'elle avait été vue pour la dernière fois le 16 août sur Sprague Avenue et qu'elle était montée dans une Corvette blanche conduite par un homme. La police trouve quelques points communs entre les victimes et récupère quelques indices, mais là encore rien ne mène directement à Robert Yates. En septembre 1997, Robert Yates roulait dans Spokane sur Sprague Avenue lorsqu'il est arrêté par la police.
En effet, l'agent de police avait constaté que Yates était en excès de vitesse. Robert Yates reçoit une amende, mais à cause d'une erreur de communication entre les services de police, la Corvette blanche qu'il conduisait à ce moment-là n'éveille pas les soupçons, et aucune autre vérification ne sera effectuée sur la voiture. Autre élément surprenant, sur le talon de la contravention que le policier rédige, il se trompe de modèle de véhicule en notant Chevrolet Camaro au lieu de Corvette. L'erreur ne sera découverte que bien plus tard. Le 5 novembre 1997, le corps de Darla Sue Scott, 29 ans, est découvert par un promeneur près de la réserve indienne de Colville, sur Hangman Valley Road. Elle avait été abattue de plusieurs balles dans la tête et avait 2 sacs plastiques sur la tête. Comme les autres victimes, Darla était une prostituée et avait été transportée après son meurtre. Le 20 novembre 1997, Robert Yates est de nouveau arrêté pour excès de vitesse dans sa Corvette blanche, à seulement quelques kilomètres du lieu de découverte du corps de Darla. Mais là encore, aucun lien n'est fait et il repart tranquillement sans être inquiété et son périple macabre continue de plus belle. Le 7 décembre 1997, le corps de Melinda Mercer est trouvé sur un terrain vague près de Tacoma, dans l'état de Washington. Elle avait été tuée de plusieurs balles dans la tête et 4 sacs plastiques recouvraient sa tête. Melinda, comme les autres victimes, était aussi une prostituée. À la découverte du corps, les policiers commencent aussi à remarquer un autre point commun chez les différentes victimes. Toutes avaient été volées, en plus d'être assassinées. Le 18 décembre 1997, le corps de Shawn Johnson est découvert à moins de 2 km de l'endroit où avait été découvert le corps de Darla Sue Scott. Elle avait aussi été tuée de plusieurs balles dans la tête et avait la tête recouverte de plusieurs sacs plastiques. L'enquête révèle que celle-ci avait été vue pour la dernière fois 2 mois plus tôt sur Sprague Avenue en train de se prostituer. Le 26 décembre 1997, les corps de Lori Wesson, 31 ans, et de Sean Ann McClinahan, 39 ans, sont découverts sur un terrain vague dans le sud de la ville de Spokane. Les 2 femmes avaient été tuées de plusieurs balles dans la tête et avaient toutes plusieurs sacs plastiques sur la tête. Les 2 femmes étaient des prostituées et avaient l'habitude de travailler sur Sprague Avenue, à Spokane. Malgré tous ces meurtres qui s'accumulent, la police n'a aucune piste sérieuse et encore moins de suspects. Ils se rendent compte des points communs et qu'un tueur en série rôde, mais à ce stade, ils n'ont aucune piste sérieuse. La police se rend très vite compte des points communs entre les meurtres de jeunes femmes se déroulant depuis 1997. Il voit aussi que la presse remarque ces points communs et commence à contribuer à une sorte de psychose générale. En l'absence de pistes sérieuses, la police décide de créer le 22 décembre 1997 une task force dédiée à cette série de crimes. Cette task force était composée de 5 officiers, 2 du bureau du shérif du comté, 2 officiers du bureau de police de Spokane. Le FBI va aussi faire son entrée dans l'enquête en participant à cette task force en assignant un officier du bureau du FBI local. Cette task force va dans un premier temps se concentrer sur les indices tangibles qu'elle avait en sa possession, comme l'existence d'une Corvette blanche dans le meurtre de Jennifer Joseph. Ils vont donc commencer à recenser tous les propriétaires de Corvettes blanches de la région. Mais ils vont aussi mettre en avant tous les points communs de ces meurtres, comme le fait que toutes les victimes ont été tuées avec un pistolet calibre 25 et que des sacs plastiques avaient été placés sur leur tête après leur décès. Ils en concluent que ceci devait être la signature du tueur. Ils en concluent aussi que les sacs plastiques devaient être utilisés pour contenir le sang des victimes lors de leur transport et non pas pour les asphyxier. Ils notent aussi que le tueur se débarrasse des corps dans des endroits isolés, mais en même temps à des endroits pas trop loin de routes fréquentées. La police scientifique va aussi collecter tout ce qu'il pouvait, comme des fibres textiles, des cheveux, des indices végétaux, évidemment toutes les empreintes ADN, les balles et les douilles, dans le but de tout comparer. La task force va aussi établir une liste de toutes les prostituées disparues dans la région. Le FBI va aussi commencer à établir un profil du tueur. Mais à ce stade, la seule chose qu'il pouvait dire était qu'il s'agissait probablement d'un homme blanc d'âge mûr. Ce qui vous en convenait était un profil très large. Pendant ce temps-là, Robert Yates continuait sa vie sans se sentir menacé, profitant pleinement de sa famille. Le 8 février 1998, le corps de Sunny Gale Oster, 41 ans, est retrouvé dans une zone forestière à l'ouest de Spokane. Celle-ci avait été tuée de plusieurs balles dans la tête et avait la tête recouverte de sacs plastiques. Comme vous vous en doutez,
Sunny était aussi une prostituée qui travaillait sur Sprague Avenue à Spokane. Début mars 1998, Robert Yates et sa famille déménagent dans une nouvelle maison au 2220 East 49e Avenue à Spokane, à moins de 2 km de la maison qu'ils louaient auparavant. Le 1er avril 1998, le corps de Linda Marie Maybin est retrouvé à Spokane, à 100 mètres de là où ont été découverts les corps de Wesson et Mac Lenahan. Elle avait été tuée d'une balle dans la tête et un sac plastique avait été placé sur sa tête. Linda était une prostituée habituée de Sprague Avenue. Elle avait été vue pour la dernière fois sur cette même avenue fin novembre 1997. En mai 1998, Robert Yates vend sa fameuse Corvette blanche à Rita Jones, à Spokane. Mi-mai 1998, on signale à la police la disparition de Melody Ann Murfin. Au vu des circonstances, Melody Murfin est considérée par la Task Force comme une victime potentielle de ce tueur en série. Mais son corps ne sera retrouvé que bien plus tard. Le 7 juillet 1998, le corps de Micheline Joanne Deering, 47 ans, est retrouvé abattu d'une balle dans la tête dans un terrain vague dans la banlieue de Spokane. Un sac plastique était placé sur sa tête. Le 1er août 1998, Christine Smith croise la route de Robert Yates sur Sprague Avenue. Après quelques minutes de discussion, ils se mettent d'accord sur un tarif et sur une prestation, et Christine monte dans la camionnette de Yates. En effet, après la vente de sa Corvette, Yates avait acheté un van noir dans lequel il avait aménagé un lit à l'arrière. Yates conduit donc Christine dans un endroit isolé. En route, Yates discute avec Christine, dévoilant quelques détails de sa vie, comme le fait qu'il était pilote d'hélicoptère dans la garde nationale et qu'il avait 5 enfants. Arrivé dans un endroit isolé, l'acte sexuel débute, mais au bout de quelques minutes, Christine ressent une vive douleur derrière son oreille, comme si elle venait de recevoir un coup. Elle réussit à rester consciente et dans un effort surhumain, elle ouvre la portière et réussit à s'enfuir du van. Elle se dirigera en panique au poste de police le plus proche pour porter plainte et raconter les détails de sa mésaventure. Mais malgré cela, Yates n'est ni soupçonné ni inquiété. Début septembre 1998, Yates est licencié de l'entreprise Pentrol pour raisons économiques. Le 13 octobre 1998, le corps de Connie Lafontaine Ellis, 35 ans, est retrouvée dans le sud de la ville de Tacoma, dans l'état de Washington. Elle avait été tuée d'une balle dans la tête et sa tête avait été recouverte de plusieurs sacs plastiques. Connie était aussi une prostituée. La fréquence des meurtres ne cesse de s'accélérer et rien ne semble pouvoir arrêter la folie meurtrière de Robert Yates. En parallèle de ces meurtres, l'enquête de la police avançait. La police mettait tout en place pour interpeller le tueur. Des panneaux publicitaires ont aussi été déployés dans tout l'État pour faire des appels à témoins, en promettant des récompenses de près de 10 000 $. Cette entreprise sera vaine, mais aura eu le mérite d'exister. Du côté de la police scientifique, les différents échantillons prélevés durant les autopsies des victimes révèlent la présence de fluide humain. L'analyse de ce fluide révèle qu'elles proviennent d'une seule et même personne. Leurs soupçons sur l'existence d'un tueur en série étaient maintenant prouvés. À partir de novembre 1998, une série d'événements va diriger les lumières vers Yates. Tout d'abord, le 10 novembre 1998, une Honda Civic de 1985 est repérée en excès de vitesse près de Sprague Avenue. Yates était au volant de cette voiture et était accompagné d'une prostituée nommée Jennifer Robinson. Face à la police, Yates nie qu'il s'agissait d'une prostituée, mais affirme qu'il s'agissait de la fille d'un collègue de travail. Jennifer étant connue des services de police, les policiers trouvent donc très suspect l'attitude de Yates à ce moment-là, et la rencontre est notée dans leur rapport. Le 12 novembre 1998, une des filles de Robert Yates, nous ne savons pas exactement laquelle, porte plainte contre Robert Yates, son père, pour coups et blessures. Mais début janvier 1999, la police ne donnera pas suite à cette plainte. En plus de ces deux événements marquants qui ont légèrement braqué les yeux de la police sur Yates, une plainte datant du 1er août 1998 refait surface devant les yeux des enquêteurs. Il s'agissait de la plainte de Christine Smith, affirmant avoir été agressée et frappée à la tête lors d'un rapport sexuel. Dans sa plainte, elle décrivait un homme d'âge mûr, les yeux grisonnants, conduisant un van noir. Cet homme lui avait dit qu'il était pilote dans la garde nationale
et avait 5 enfants. Là encore, Robert Yates attire la curiosité de la police, mais il ne s'agissait pas d'un meurtre. Parallèlement à tout cela, la police reçoit la liste des propriétaires de corvettes blanches, dont Yates faisait partie. Robert Yates est donc convoqué le 15 septembre 1999 en compagnie des autres propriétaires de corvettes cités dans cette liste. Durant cette convocation, Yates est interrogé sur ses dernières démêlés avec la police, notamment lorsqu'il a été arrêté en compagnie de la prostituée Jennifer Robinson et qu'il avait menti à l'agent de police. Lorsque la police lui demande s'il avait possédé une Chevrolet Camaro blanche, il les corrigea en disant qu'il s'agissait en fait d'une Corvette blanche, et il précise qu'il l'avait vendue. Les policiers décriront Yates comme stressé et en sueur lors de l'entretien. Cette entrevue se termine par la police qui demande à Yates de leur fournir un échantillon d'ADN. Il leur répond qu'il allait y réfléchir et leur répondre dans les jours qui suivent. 3 jours plus tard, Yates informe la police qu'il refuse de fournir un échantillon d'ADN et devient, de ce fait, le principal suspect, et les taux se resserrent autour de lui. En octobre 1999, la police décide d'interroger Linda, la femme de Robert Yates. Linda ne va pas couvrir son mari, elle va en revanche raconter quelques événements troublants, comme la fois où Robert était rentré la nuit et que l'arrière du van était ensanglanté. Il avait prétendu à Linda qu'il avait percuté un chien et qu'il avait conduit le chien blessé chez le vétérinaire. Cette histoire va encore renforcer les certitudes des enquêteurs. Fin janvier 2000, la police réussit à tracer Rita Jones, la nouvelle propriétaire de la Corvette de Robert Yates. Celle-ci autorise la police à fouiller la voiture. Ils y trouvent le bouton manquant de la chemise de Jennifer Joseph. Ils trouvent des correspondances entre les fibres de la moquette de la voiture et celles retrouvées sur le corps de Jennifer Joseph. Ils trouvent enfin des traces de sang correspondant à l'ADN de Jennifer Joseph. Il ne faisait plus aucun doute. La police tenait son tueur. Et ce tueur était Robert Yates. Le périple macabre de Robert allait donc s'arrêter là. Le 18 avril 2000, la police se met en planque devant la maison de Robert Yates, à Spokane. Yates sort de chez lui à 6h30 du matin pour se rendre à son nouveau travail dans une société produisant de l'aluminium, la société Kaiser Aluminium, et est tout de suite interpellé par la police et mis en état d'arrestation. Le 19 avril 2000, Yates est inculpé du meurtre de Jennifer Joseph et le shérif de Spokane County déclare que Yates est suspecté du meurtre de 12 à 18 femmes. Durant les jours qui vont suivre, des correspondances d'ADN vont l'incriminer officiellement dans 8 autres meurtres et des empreintes digitales vont l'incriminer dans le meurtre de Sean McClanahan. Le 18 mai, Christine Smith, la femme ayant été agressée par Yates pendant un rapport sexuel, le reconnaît à la télévision et contacte la police. Quelques semaines plus tôt, lors d'un accident de voiture, elle avait fait une radio crânienne révélant des éclats de balles au niveau de son crâne. Elle n'avait pas été frappée par Yates, mais il lui avait tiré dessus. Elle accepte de retirer un éclat de balle de son crâne pour l'enquête de la police. La balistique confirme que la balle venait effectivement de l'arme de Yates. Se sachant totalement coincé, Robert Yates accepte un accord avec le procureur pour plaider coupable pour 13 meurtres dans le but d'éviter la peine de mort. L'accord est passé et Yates avoue donc les 13 meurtres en donnant tous les détails. Il avouera par exemple avoir abusé des corps sans vie des femmes. Oui, vous avez bien entendu. Il avouera aussi où était enterré le corps de Melody Murfin, la victime présumée de Yates, dont la police n'avait pas retrouvé le corps. Le corps était enterré dans le jardin même de Yates, sous la fenêtre de sa chambre. Le juge condamne Yates à 408 ans de prison le 18 octobre 2000. En 2001, Yates fut inculpé dans le comté de Pierce, dans l'État de Washington, du meurtre de 2 autres femmes, Melinda Mercer et Connie Ellis, en 1998. Le 19 septembre 2002, Yates est reconnu coupable de ces meurtres et condamné à la peine de mort le 3 octobre 2002. En 2018, la peine de mort de Yates est finalement commuée en prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Yates est toujours vivant aujourd'hui et purge sa peine dans la prison d'État de l'État de Washington, à Walla Walla. Comble de l'ironie, il s'agit de la prison dans laquelle il avait travaillé en tant que gardien en 1975. Robert Yates n'a avoué que 13 meurtres, et de nombreux cas ayant gravité autour de lui n'ont pas encore été résolus, y compris des disparitions en Europe lorsqu'il était en Allemagne. Certaines enquêtes sont encore en cours, y compris du côté d'Interpol. Qui sait si d'autres découvertes seront faites dans le futur.
Voilà, âme innocente, la terrifiante histoire de Robert Lee Yates, surnommé The Spokane Serial Killer, ou l'histoire glaçante d'un monstre sanguinaire et sans limite, caché sous le masque d'un bon père de famille au-delà de tout soupçon. L'histoire de Robert Yates est restée dans les mémoires dans l'État de Washington et globalement dans tous les États-Unis. N'hésite pas à me faire part de tes remarques dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.